les produits forestiers non ligneux, les gibiers, les pâturages, et ainsi de suite. Donc la dégradation poussée de cette relique forestière devrait donc entraîner une catastrophe écologique et économique pour les populations locales. Vous voyez un peu sur la photo ce qui est là. Donc face à cette situation, il y a une association de chasseurs au niveau donc, de Burkina qui s'appelle Weng Lapanga, donc, qui a décidé en 2010 de créer, de délimiter un espace de conservation de cette forêt. Donc cela en vue de préserver, de gérer les ressources naturelles de façon durable. Donc le grand défi qui se présentait là, donc, était de concilier les besoins des populations vilaines et la nécessité de préserver l'environnement. Vous voyez ici un peu donc. En quoi consistait cette expérience? Donc il y a eu d'abord, comme vous le voyez là, un diagnostic participatif pour bien définir les problèmes et proposer les solutions de gestion durable, le suivi de la mise en œuvre d'un groupe, voilà, et il y a eu la mise en œuvre également d'un groupement de gestion forestière. Dans chaque village, vous êtes qu'il y a 8 villages qui partagent cette forêt. Il y a eu la formation des communautés sur des thématiques liées à la gestion forestière, à la matérialisation des limites de la forêt, avec des panneaux à l'éducation environnementale, des jeux et ainsi de suite. Il y a eu l'élément essentiel qui est la définition des règles consensuelles, vous voyez, pour concilier les intérêts souvent divergents des utilisateurs de cette forêt, afin d'interdire les mauvaises pratiques qui mettent en péril les ressources naturelles, suivies de la délimitation d'une zone dans laquelle ces règles sont appliquées, avec des arbres peints en blanc et des panneaux fixés aux abords de la zone. Il y a également la plantation d'arbres, la réalisation de pare-feu contre les feux de brousse et d'un forage solaire, ce qui est assez intéressant. Un forage solaire dans la forêt pour permettre aux animaux sauvages de s'abreuver. Une mare qui est alimentée par un forage solaire et donc permet aux animaux sauvages. Donc le processus a été conduit en collaboration avec les autorités coutumières, l'École nationale des forêts, le ministère de l'Environnement, de l'économie verte, le changement climatique du Burkina et avec le soutien financier d'un partenaire belge. En termes de résultats, par rapport à ce projet-là, donc vous voyez, l'existence et l'application des règles consensuelles locales de gestion de cette forêt, ces règles tiennent compte donc des droits d'usage des populations, pour satisfaire leurs besoins, mais comme je l'ai dit annoncé, mais aussi les nécessité de préserver les ressources de façon durable. Donc ces règles sont élaborées et connues de la population. L'espace ainsi protégé aujourd'hui est partagé par les 8 villages étant sur 328 hectares. Donc sur les 400 hectares, ils ont réussi au moins à sauver les 328 hectares, comme je l'avais annoncé. Et chaque année, depuis 2012, au moins 200 arbres sont plantés dans cette forêt. Et le couvert végétal s'est renforcé. Les insectes qui étaient en voie de disparition ont réapparu et ont permis notamment au sol de se régénérer. Les animaux sauvages se sont également multipliés dans cette réserve. Comme je vous dis, il y a eu le forage, d'eau, tout ça. Et donc l'expérience a créé un microclimat favorable à la vie des animaux et des hommes. Voici donc, vous voyez un peu l'image qui est là. La nature de plantation. Toujours en termes de résultats également, comme on a parlé de la question des femmes, l'implication des femmes dans ces expériences. Donc vous avez reçu 417 personnes qui ont pu passer l'expérience. Il y a 261 qui sont quand même des femmes. Et ces femmes-là, elles exploitent bien cette forêt. Vous voyez là, elles sont en train de faire l'apiculture, donc le miel au sein de cette forêt. Également, il y a des jeunes également, des élèves qui ont été formés et qui ont créé également un club vert sur l'éco-citoyenneté et donc qui participent aux actions de reboisement et ainsi de suite. Voici donc de façon très synthétique le résumé de cette expérience du Burkina, dans cette forêt qui a été donc restaurée. Et je pense que comme ça a été annoncé, il y a un document global de tous ces étudiants qui détaille tout le processus, ça seulement de façon synthétique sur l'enquête. Donc on va passer rapidement à la deuxième expérience, le titre des ans que je vais présenter. Donc sur le mécanisme de locaux d'alerte précoce face aux inondations. Donc il y a le système d'alerte précoce communautaire face aux inondations dans le sud-est du Togo, donc par l'Agence nationale de la protection civile. Pourquoi cette expérience? Donc il faut que dans le temps, presque tous les ans depuis donc, une décennie, depuis les années 2007, les localités riveraines des cours d'eau majeurs du fleuve Mano dans le sud-est du Togo, donc
Donc, simplement connaître les situations d'inondation causant des dommages aux communautés. À titre d'illustration, vous voyez ce qui est mis en bleu là, c'est le bilan des inondations en 2007. Avec 20 personnes décédées, 58 blessés, 34 000 personnes déplacées, 22 129 cases détruites, 101 ponts et ponceaux cassés, défoncés ou emportés par les eaux, 46 écoles et collèges ont été endommagés ou détruits, 3 dispensaires rendus infréquentables et plus de 1500 hectares de cultures vivrières détruites. Voici un peu ce bilan qui était là. Donc, pour réduire l'impact de ces inondations dans ces installations, donc la Croix-Rouge togolaise a mis en place un système d'alerte précoce communautaire qu'on appelle SAP face aux inondations. En quoi consistait cette expérience? Donc, ce système est basé sur la lecture du niveau d'eau, sur des balises constituées d'une barre de fer ou d'un poteau en béton de 3 à 4 mètres de haut, coloré du haut en bas, il y a du vert en bas, du jaune au milieu et du rouge, un peu comme les feux tricolores. Voilà, donc c'est la balise qui a côté de la dame qui est là. Les couleurs n'apparaissent pas, mais je pense que cette expérience de la vidéo, vous pouvez peut-être mieux voir là-bas dans la vidéo. Et donc, le SAP inondation est coordonné par la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes au niveau central et les plateformes préfectorales au niveau local. Donc, il couvre les localités des préfectures de Moyen-Mono, Yoto, Lac, Bas-Mono et Vaud. Donc, des localités situées en aval du barrage hydroélectrique de Nangbeto. Plusieurs acteurs ont participé à la mise en œuvre de cette expérience. Donc, un grand nombre a bénéficié de plusieurs séances de renforcement des capacités en matière de collecte de données, en matière de diffusion d'informations, en matière de préparation aux inondations, en termes d'évacuation du tout. Donc, la communauté, y compris les autorités et les structures locales, assurent la surveillance de la montée des eaux sur les balises et renseignent l'existence des indicateurs endogènes de risque. Donc, les paramètres qui sont pris en compte par ce système-là, c'est la pluviométrie et le niveau des cours d'eau. Donc, la collecte de ces données-là est assurée par les volontaires de la Croix-Rouge du Togo, également les observateurs de l'hydrologie, les collecteurs de la météorologie et la communauté électrique du Bénin, CEB. Donc, dans la mise en œuvre de cette expérience, les données hydrométéorologiques sont collectées au niveau communautaire et transmises vers le niveau central pour traitement, avec un système assez sophistiqué de traitement de ces données. En termes de résultats, par rapport à cette expérience, donc, c'est que dans les moments ordinaires, donc les résultats issus du traitement des données recueillies sont diffusés donc, sous forme de bulletins trimestriels de prévention et d'alerte par l'Agence nationale de protection civile, donc de façon régulière, un timing qui s'est fait. Maintenant, dans les situations critiques, parce qu'en haut, en fait, comme nous sommes dans le, comment je peux dire ça, dans le vert, non? Vert, jaune et puis rouge. Dans le vert, sur la balise, là, la partie vert, c'est ça qui est de façon classique, là, en temps normal. Voilà. Et donc, nous sommes dans une situation critique. Lorsque la balise se trouve, le niveau d'eau arrive vers le jaune. Voilà, donc c'est un peu. Donc, un message diffusé sous forme de communiqué aux communautés concernées. Puis, une alerte est conséquemment donnée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, ça, c'est le niveau de situation critique. Dans la situation d'urgence, voilà, donc, dans le rouge, en fait, ça veut dire. Mais déjà, dans la situation jaune, déjà, les dispositions sont prises déjà pour évacuer la population. Dans la situation d'urgence, donc là, ce sont les autorités locales qui donnent l'information, coordonnent les activités de préparation et d'évacuation au niveau local. Donc, dans cette situation d'urgence-là, des kits sont distribués, c'est-à-dire que bon, pour le choléra, des bâches, des moustiquaires, autres fournitures nécessaires sont distribuées. Les gilets de sauvetage sont également remis au préfet qui les met à disposition des populations, donc pour éviter toutes sortes de moyens. Il faut dire que le SAP, ce système donc, a permis une meilleure planification des lâchers d'eau au niveau du barrage hydroélectrique de Nangbeto. Parce qu'en plus de la pluviométrie normale, c'est que le barrage hydroélectrique lâche souvent de l'eau. Donc tout ça, il fallait donc essayer de coordonner les deux. Donc il y a l'implication effective des communautés dans le système a permis une meilleure connaissance du phénomène
Ainsi donc, les inondations, comme je l'ai indiqué dans le bilan catastrophique qui était là, donc qui est posé par le passé comme une fatalité par la communauté, des zones à risque donc, sont à présent appréhendées autrement. Et les populations des 5 préfectures concernées par le SAP, l'inondation, dans le bassin du Mono, sont aujourd'hui encore mieux outillées pour faire face aux situations d'inondation. Voici, mesdames et messieurs, cette deuxième expérience, je vais présenter un peu de façon succincte également. Comme je l'ai dit, les détails pour les avoir dans le document. Merci d'avoir suivi. La quatrième thématique, il y a 5 expériences. Donc là, vous avez la première expérience, c'est un élève, un arbre. Voilà. Donc les élèves de Walungu, dans le sud Kivu, des Congo, plantent des arbres fruitiers pour protéger l'environnement. Donc ça, c'est présenté de l'association coopérative en synergie féminine à COSIF, c'est un RDC. Donc la deuxième expérience, c'est la semaine de la biodiversité culturelle. Donc c'est une semaine institutionnalisée, et cela au Togo. Donc présentée par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE Togo, et également JVE au niveau de la Côte d'Ivoire, je me souviens. Et donc c'est un événement annuel. La troisième expérience porte sur un jury citoyen pour appuyer le développement local à Kolda, au sud du Sénégal. Donc c'est développé par l'ONG Appui à l'autopromotion des adultes appliqués à l'action par alternance et en alternance, nommé 7A Marivé. Donc ça, cette expérience, c'est vraiment un jury, comme le nom l'indique, c'est un groupe de personnes désignées de la communauté qui sont là pour surveiller, pour contrôler un peu l'action du développement, pour voir si les questions d'environnement sont prises en compte et préserver donc l'environnement local. La quatrième expérience, c'est un système d'information et de sensibilisation des élèves et étudiants sur le changement climatique et l'éducation au développement durable en Côte d'Ivoire. Et donc, comme je l'avais déjà annoncé, c'est par les étudiants du Club de développement durable de Côte d'Ivoire, de l'université de Cocody. Et la dernière expérience porte sur l'éducation environnementale à la base pour répondre aux problèmes du changement climatique dans le diocèse de Kisantou, Congo central. Ça également en RDC et c'est porté par le Bureau diocésain de développement BDD Kisantou. Voici donc la dernière thématique. Voilà la dernière thématique sur la question de la gouvernance locale, la transhumance pour garantir la survie du bétail. Donc, nous avons 2 expériences. La première expérience porte sur la mobilisation locale autour des ouvrages hydrauliques pastoraux pour réguler la transhumance et gérer pacifiquement la périphérie du parc national de Zakouma au sud-est du Tchad. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de transmettre cette expérience, mais ça c'est une expérience qui est assez intéressante parce qu'il y a un parc national et il y avait des incursions des bœufs, des bétails dans ce parc avec des conflits qui sont par des morts, que ce soit pour des bétails comme des morts des zones et tout. Donc il y a eu des forages solaires qui ont été réalisés autour du parc pour non seulement approvisionner la population en eau, mais aussi à permettre au bétail de s'approvisionner, ce qui donc a réduit totalement les incursions dans le parc. Voici un peu cette expérience. La deuxième expérience porte sur des contrats de parcage entre éleveurs et agriculteurs pour garantir la survie du bétail et une meilleure position pacifique en saison sèche à Baïkoro dans le département d'Ania, provenant du Logone oriental, également au Tchad. Et ça, c'est présenté par l'association technique d'appui à la sécurité alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement, ATASAN Tchad. Cette expérience consiste à établir des contrats entre les éleveurs et les agriculteurs, les éleveurs transhumants, donc qui viennent, donc les animaux vont utiliser les restes, les résidus de colpe et tout, et tout ce qu'on peut trouver, y compris les mares. Et en retour, les producteurs, les agriculteurs recevaient donc du lait, également la fertilisation de leur sol par les défections des animaux. C'était des contrats établis et donc qui permettaient donc de gérer les questions de conflit. Je pense qu'en Côte d'Ivoire également dans la zone dont nous avons aussi des conflits entre éleveurs et agriculteurs. C'est aussi une expérience assez intéressante. Voici donc la liste vraiment pas très détaillée, mais vous donnez une idée, la liste des 19 expériences qui portent sur la catégorie des expériences sur la gouvernance locale. Je suis Kwame Alphonse, chargé de projet
au secrétaire général de formation. D'accord. Alors, dans la dizaine de pays où vous avez réalisé ces études, vous l'avez montré, les populations, il y a une sorte de résilience des populations par rapport aux facteurs de changement climatique. Est-ce que, en dehors de ces populations, je veux dire, sur le plan national, est-ce que tout le monde se sent concerné par ces études-là, de sorte à ce que les résultats puissent être, je veux dire, perceptibles? Oui, il faut noter que nous avons pu répertorier donc, ces expériences dans 12 pays. Et comme le savez, ce sont des expériences pour la plupart, des expériences locales. Évidemment. Ce sont des initiatives locales. Donc c'est pour ça que nous envisageons de porter à échelle ces expériences. Donc, mais il y a des expériences qui sont menées par des structures publiques qui sont beaucoup plus... qui ont une étendue assez plus large. Mais la majorité des expériences restent des expériences locales. Et ils sont des initiatives assez intéressantes et qui montrent que les populations à différents niveaux s'organisent pour être résilientes. C'est ça, c'est vraiment très important de souligner. Donc il y a des initiatives diversifiées, comme vous avez pu le constater. Depuis donc, les initiatives sur la gestion des forêts, les initiatives sur la gestion des semences, les initiatives sur comment se prémunir des inondations, comment faire face aux inondations, les initiatives sur l'éducation à l'environnement, les initiatives sur la question de la transhumance, comment gérer les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Donc il y a énormément d'initiatives qui sont développées par les communautés. Il y a des personnes climato-sceptiques et non des moindres, même sur le continent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? C'est vrai, on dit que l'Afrique participe, je veux dire, produit très peu de gaz à effet de serre, mais c'est nous qui assumons une grande partie de ce changement climatique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes sceptiques? Je ne veux pas trop rentrer dans ce débat, mais ce que nous disons, c'est que pour nous, en Afrique, la réalité du climat est là. Lorsque les paysans ne peuvent pas produire, lorsque le calendrier agricole est totalement dérangé, la réalité est là. Nous ne sommes pas en train de faire des discours, mais la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a des inondations, il y a un changement carrément du régime des saisons. Voilà, les réalités sont là et les populations sont obligées de s'adapter. Et donc, qu'il y ait des climato-sceptiques, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais nous disons que la réalité, surtout pour l'Afrique, la réalité est que sur le terrain, les populations ont des difficultés. Des difficultés liées aux effets du climat, qui est changeant. Voilà ce que je veux dire. Après la présentation de ces résultats, vous espérez quoi en retour? Peut-être les partenaires, c'est vrai qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui ont été conviés. Qu'est-ce que vous espérez auprès de ces partenaires techniques et financiers? Oui, vous savez, nous avons organisé cette conférence pour les partenaires et les ministères. Donc il y a ces partenaires qui sont là. Nous avons la FAO, la CEDEAO, c'est pour leur montrer, évidemment, vraiment de voir un peu l'existence de ces initiatives et de voir comment on peut accompagner et donc, le développement de ces initiatives, la mise à échelle de ces initiatives dans d'autres localités. Vous voyez un peu, voilà, comme vous avez la première question, c'est que c'est localisé, il faut voir. Donc, on peut récupérer des expériences qui se font en Tanzanie et les faire au niveau de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc, en présentant ces expériences aux partenaires, et aujourd'hui, c'est leur montrer l'existence de ces expériences et comment on peut également, comment ces partenaires peuvent contribuer à financer des projets qui puissent les démultiplier. Voilà, en quelque sorte. Merci. Sur le plan local, en Côte d'Ivoire, quelle est la perception de ce projet-là? Écoutez, il faut savoir que ce projet vient, en fait, nous sommes en train de finir le projet, de terminer la mise en œuvre du projet, et c'est, vous voyez que nous sommes en train de faire une conférence de présentation. Nous avons quand même d'ailleurs une conférence de présentation au public. Ça veut dire que là, au niveau de la Côte d'Ivoire, la population n'est pas encore informée des résultats de ce projet. Donc, par rapport à voilà, c'est vraiment. Donc, nous avons fini le projet, dans les résultats. Nous sommes dans la phase de diffusion. Voilà, des résultats de ce projet. Merci beaucoup. Merci. Oui, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Environnement et de développement durable. Aujourd'hui, il a été démontré que les Africains, les communautés se débattent
pour sauver leur environnement. Alors que pensez-vous de ces initiatives prises ici et là par les différentes communautés de différents pays? Bon, d'abord, je voudrais féliciter l'INADES Formation pour cette importante étude qui porte sur la résilience des populations face au changement climatique. C'est une étude très importante à plusieurs égards parce qu'elle nous montre clairement le comportement, l'attitude des populations, comment elles s'organisent pour pouvoir faire face à l'avancée, donc à la désertification, pour faire face aux problèmes d'inondation et toutes les techniques de résilience qu'elle déploie. C'est très intéressant. Maintenant, il appartiendra donc au pouvoir public, notamment au niveau du ministère en charge de l'environnement, de s'approprier cette étude-là. Et c'est des expériences dont il faut se nourrir pour les implémenter à une large échelle. Voilà. Directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Aujourd'hui, il a été démontré que les Africains, les communautés se débattent pour sauver leur environnement. Alors que pensez-vous de ces initiatives prises ici et là par les différentes communautés de différents pays? Bon, d'abord, je voudrais féliciter l'INADES Formation pour cette importante étude qui porte sur la résilience des populations face au changement climatique. C'est une étude très importante à plusieurs égards parce qu'elle nous montre clairement le comportement, l'attitude des populations, comment elles s'organisent pour pouvoir faire face à l'avancée, donc à la désertification, pour faire face aux problèmes d'inondation et toutes les techniques de résilience qu'elle déploie. C'est très intéressant. Maintenant, il appartiendra donc au pouvoir public, notamment au niveau du ministère en charge de l'environnement, de s'approprier cette étude-là. Et c'est des expériences dont il faut se nourrir pour les implémenter à une large échelle. Voilà. Présentez-vous. Ok, je m'appelle Sena Adessou, je suis le secrétaire général de l'INADES Formation Internationale. Alors, présentez-nous un peu le cadre de l'activité de ce matin. En fait, nous organisons ce petit atelier des partenaires pour partager un peu les résultats d'une initiative que nous avions développée et qui concerne la capitalisation de certaines expériences en matière d'adaptation, d'atténuation et de résilience face aux effets du changement climatique en Afrique. Plus précisément dans 13 pays en Afrique, nous avons travaillé pendant 2 ans à répertorier des expériences assez innovantes que nous avons jugées assez intéressantes à partager avec les partenaires pour les inciter vraiment à soutenir et à appuyer financièrement ces initiatives-là dans les communautés. Alors, on a vu, c'était démontré, et plusieurs communautés se débrouillent, ou on peut dire grouillent dans le mot, pour pouvoir sauver leur environnement. Est-ce qu'après observation, on peut s'appuyer sur ces tactiques-là prises par les communautés ici et là? Oui, en fait, si vous regardez un peu le contenu même des expériences, vous vous rendez compte que vraiment, il y a de très bonnes choses qui se font. Et c'est d'ailleurs l'intérêt d'organiser cet atelier parce que pour nous, il est essentiel de mettre à échelle ces expériences-là qui ne sont pas suffisamment connues des acteurs que nous sommes. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, l'esprit ici, c'est de faire en sorte que les partenaires apportent des contributions financières pour faire en sorte que ces expériences-là puissent être démultipliées partout ailleurs en Afrique. Parce que, comme vous le savez bien, l'Afrique reste le continent le plus vulnérable vis-à-vis des effets du changement climatique.
malheureusement, c'est ce continent-là qui en tout cas, n'a pas suffisamment de moyens pour y faire face. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, il est essentiel de montrer quand même que, bien qu'étant vulnérable, il y a des initiatives qui se font et qui doivent être diffusées pour être démultipliées. Alors, revenez un peu sur les objectifs de cette conférence. Vous voulez interpeller les parties prenantes à financer et à aider ces communautés-là. Oui, exactement. Non seulement on veut inciter les partenaires financiers à appuyer financièrement la mise à l'échelle de ces expériences, mais aussi on voulait inviter les États. Les États, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons invité des ministères clés. Le changement climatique ne choisit pas de foudroyer un secteur. Voilà. Donc tous les secteurs doivent être impliqués. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons invité des ministères pour qu'ils prennent part à cet atelier pour comprendre un peu les enjeux auxquels nous faisons face, les défis qui se présentent à nous en matière de changement climatique, pour également aussi soutenir, parce que les ministères jouent un rôle clé dans les initiatives en matière de développement dans nos pays. Donc, ils doivent être présents, ils doivent apporter leur appui technique, ils doivent contribuer, ils doivent regarder un peu ce que nous faisons et discuter pour que les choses se passent bien. Alors pour finir, c'est quoi la prochaine étape après cette présentation que ça va faire? La prochaine étape sera effectivement de construire une nouvelle initiative pour démultiplier, voilà, comme je le dis, ou passer à l'échelle ces expériences-là que nous avons présentées ici, mais également on voulait aussi à travers la prochaine initiative faire en sorte que la dimension plaidoyer, c'est-à-dire l'incitation des organisations de la société civile à investir les espaces de débat autour de la question climatique se mettent en place. Donc, on veut travailler à la mise en place des plateformes ou au renforcement des plateformes qui existent déjà en matière de changement climatique pour contribuer au débat en la matière dans les pays et faire en sorte que toutes les recommandations qui sont formulées par les États dans le cadre des préparatifs de la COP soient en tout cas présentées et prises en compte par ces États-là ou les délégations qui représentent les pays au moment des débats internationaux sur la question climatique.